merci donc aux Racines Huguenotes, à Daniel et à toi de m'avoir invité à parler de l'histoire du protestantisme, pardon, d'un petit coin de Lorraine et de vous faire découvrir l'histoire de ma ville, de ma paroisse d'enfance de Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel, d'une histoire protestante qui a commencé en 1523. Alors d'abord quelques mots de présentation. La petite ville de Fénétrange est située dans un pays de forêts et d'étangs, traversé par la Sarre, affluent de la Moselle, elle-même affluent du Rhin. Elle se trouve à l'équicentre, à 75-80 km des villes de Nancy, Metz et Strasbourg, à 55 km de Sarrebruck, capitale du Land de la Sarre. Lieu de passage commercial et militaire, frontière linguistique et religieuse, l'histoire de Fénétrange et de la vallée de la Sarre est marquée par le brassage entre les cultures germaniques, lorraines et françaises, et elle est surtout marquée par les guerres. Au XVIe siècle, la baronnie indivise de Fénétrange était un petit état du Saint-Empire romain germanique, fondé au Moyen Âge, composé de 4 seigneuries indivises appartenant principalement à la famille et alliés des Rhingraves, les comtes de Kirbourg et de Daune, dont les principales terres se trouvaient dans le Palatinat. En 1680, elle devint propriété du duc de Lorraine par achat. En 1766, elle intègre le royaume de France et elle est dissoute à la Révolution et devient un canton du département de la Meurthe. En 1871, suite à l'annexion par le Reich, les départements de la Meurthe et de la Moselle sont découpés selon la frontière linguistique pour créer, avec les 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la nouvelle terre d'empire Alsace-Lorraine. On verra une carte tout à l'heure. Les territoires francophones de la Meurthe et de la Moselle sont regroupés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, que vous connaissez peut-être pour y être passé, et la partie francophone du Haut-Rhin devient le territoire de Belfort. En 1919, le canton de Fénétrange est intégré au département de la Moselle. Je vous présenterai brièvement quelques éléments de l'histoire de la paroisse aux origines, puis les catholiques dans l'espace public auraient aussi pu être présentés ce soir. Mais vous les trouverez exposés dans mon livre. Et il faut aussi faire des choix, parce que sinon vous seriez encore là à minuit. Et je ne pense pas que vous souhaitiez cela. Donc le point 1, les débuts du protestantisme à Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel, 1523 à 1565. Dès 1523, un moine augustin, Jean Châtelain, prêche l'Avent dans la collégiale de Fénétrange en disciple de Luther. Mais il est brûlé pour hérésie en janvier 1525. La même année, les Rustots ou les Bures, souvent affublés de l'épithète luthérien, se révoltent et c'est la guerre des paysans. Plus de 400 de la baronnie se joignent aux 10 000 de la vallée de la Sarre pour rejoindre ceux d'Alsace pour demander la fin du servage. Mais le duc Antoine de Lorraine, qui règne aussi sur une partie de l'Alsace, passe les Vosges et son armée de mercenaires, de toute l'Europe d'ailleurs, les écrase et il y a plus de 20 000 morts. Une enquête en vue de punir les paysans participant dans le bailliage de Fénétrange, bailliage d'Allemagne, auquel appartient la baronnie de Fénétrange, aboutit au silence des responsables de la petite noblesse et des seigneurs locaux. Seuls quelques meneurs sont condamnés, dont un est décapité à Bedborn, qui est un village de la baronnie. À la même période, un moine du couvent bénédictin de Lixheim, Roman Musculus, de Dieuze, qui est une seigneurie voisine, enseigne et prêche les idées luthériennes à Fénétrange et à la Petite Pierre, qui est une baronnie à côté, dans le comté voisin des Nassau. Mais en danger, il fuit à Strasbourg en 1528. Il devient le secrétaire du réformateur strasbourgeois Martin Bucer et puis il devient pasteur d'une des paroisses
de Wittenberg, et il est donc à ce moment-là collègue de Luther. Mais comme il ne s'entend pas trop bien sur lui, sur les questions politiques, eh bien, il va en Suisse, à Berne. Mon deuxième point, donc, et à partir des années 1540, les Ringgraves commencent à manifester leur sympathie pour la réforme, mais ils n'adhèrent pas officiellement au luthéranisme qu'après 1555, date de la paix d'Augsbourg, qui déclare que les sujets ont la même religion que leur prince. 1565, la fondation des paroisses protestantes de la baronnie. J'ai oublié de mettre au point 4, vous avez ici Musculus et ici un drapeau, un timbre-poste qui avait été édité par la RDA pour récupérer la guerre des paysans dans leur politique. Oui, non, on revient, on va plus loin. La fondation des paroisses protestantes de la baronnie. En 1559, oui c'est bon, en 1559, la réforme est introduite officiellement sur les terres des Nassau, voisines de la baronnie. Les Ringgraves, eux, sont en attente, car au service de la France, du duc de Guise et de la Lorraine. Et ils font la guerre aux calvinistes. Et en 1560, quelques réfugiés huguenots de Lorraine et de Champagne, fuyant les persécutions, s'installent à Fénétrange et dans les comtés alentours. En 1562, les Ringgraves deviennent majoritaires dans les parts de la baronnie, car ils assurent la tutelle de Diane de Dommartin, leur nièce mineure, dont le mari est mort à Montcontour et lors de la Troisième Guerre de religion en France. Ainsi, en 1565, ils imposent le luthéranisme à leurs sujets, des seigneuries de Fénétrange, d'Immeringen et Morange, deux autres seigneuries proches et dépendant des coprinces de Fénétrange. Oui, s'il te plaît, tu peux nous expliquer ce qu'est un Ringgrave ? Oui, c'est des comtes qui ont des possessions le long du Rhin. Et alors ils ont un nom à rallonge, voilà. Et donc en histoire on les appelle Ringgraves, c'est-à-dire le Rhin et grave, ça vient de Graf en Allemagne, en allemand, qui veut dire comte, voilà. Comte du Rhin. Pardon ? L'allemand c'est grave, avec un S, c'est grave. Oui, c'est ce que, oui, mais je veux dire, les historiens français ont écrit ça à la française, voilà. Alors donc, si la majorité des parts appartiennent aux Ringgraves, les paysans rattachés aux terres propriétaires des comtes de Salm et du duc de Lorraine, deux autres copropriétaires de la baronnie, restent catholiques. Et à l'arrivée, à part deux villages, Berndorf, vous verrez tout à l'heure sur la carte, et Romelfin, entièrement catholiques, les autres sont mixtes catholiques et protestants. Les Ringgraves, Jean-Philippe et Otto, alors vous avez juste Otto, je reviens en arrière s'il te plaît, voilà Otto, donc il nomme le 25 juin 1565 Nicolas Beuk, pasteur à Fénétrange, c'est le premier pasteur officiel de la paroisse, et il est nommé en même temps surintendant des paroisses protestantes des trois entités, Fénétrange, Morange et Diemeringen. Mais c'est seulement le 4 juillet, après la messe, que leurs baillis prennent possession de la collégiale de Fénétrange et donnent 8 jours aux chanoines, soit d'adhérer à la réforme, soit de vivre en catholique à Fénétrange, ou de quitter les lieux. 3 se convertissent et 5 se retirent en terre ducale. Et le doyen du chapitre, Johann Petri, s'installe à Romelfin pour organiser le culte catholique dans la baronnie. Les cautionnaires catholiques protestent et s'engagent dans un conflit autour des autels latéraux. Alors ça a duré à peu près 3 mois,
donc les autels latéraux qui étaient autour dans la collégiale, et chacun des co-seigneurs avait financé ces autels. Évidemment, ça cause problème parce que les baillis les dégagent, et après quelques mois de tension, l'église collégiale est entièrement dédiée au culte luthérien. Vous avez là la carte de la baronnie et alentour. Alors la baronnie, alors, je crois qu'il y a tout ce qui est en vert, et vous avez des villages où c'est blanc et autour en vert, ce qui veut dire c'est une petite propriété qui appartient à la baronnie. Alors vous voyez, tout ce qui est en orange, on en parle. Tout ce qui est en sable, couleur sable, c'est le comté de Saverne, dont je vais parler tout à l'heure. Vous voyez, tout est morcelé, et souvent les seigneurs, ils ont des serfs qui habitent la baronnie ou bien dans le comté. En fait, c'est très très partagé, et les serfs ont des maîtres, et ils ont la religion de leur seigneur. Alors dans les villages de Niederstanzel, Postroff, Nittersheim, Petborn, Schalbach, Mettin et Lrhin, des pasteurs sont nommés avec plus ou moins de rapidité à cause du manque de pasteurs ou de difficultés locales. Les catholiques de ces villages se rendent à la messe au fond, c'est comme les disséminés d'aujourd'hui. Vous avez ici deux villages, un catholique, et Berntroff, il doit se trouver, je suis trop près, je ne vois pas, et bien ils vont ici. Donc et tous les autres villages, normalement, il y a un pasteur protestant qui est nommé. Mais ça met à peu près 2 ou 3 ans. Le passage ne s'est pas fait facilement, surtout que le chapitre a continué à percevoir dîmes et revenus des terres protestantes. Et il a fallu de nombreuses années pour clarifier ces points. D'abord un procès de Diane de Dommartin envers ses oncles en 1571 pour se défaire de leur tutorat et retrouver la gestion de ses biens. Cependant, elle n'imposera pas à ses sujets de redevenir catholiques, comme elle s'est convertie à l'occasion de son mariage avec Charles-Philippe, duc de Croÿ, catholique. Ensuite, les baillis ont instauré des règles pour bloquer le chapitre dans sa récolte des fonds indus. Mais les problèmes financiers perdurent. Et se posaient aussi des problèmes sur les participations aux offices, les baptêmes, les mariages, les enterrements. C'est une paix castrale en 1584, donc vous voyez, il a fallu quand même à peu près 15 ans pour que la paix règne entre les Ringraves et Diane, et ce qui permet de définir des règles de vie communes. Alors au terme de cet accord, cette paix castrale, et parmi les clauses, Diane conserve le château, elle pourra y construire une chapelle pour elle et les catholiques de Fénétrange. Le chapitre conservera les terres en terre ducale, mais renonce aux droits sur la collégiale et les autres églises de la baronnie dans lesquelles officient des pasteurs. Alors d'un commun accord, ils se mettent d'accord que le titre de bourgeois n'est pas lié à la religion. C'est uniquement pour des questions financières. Et la ville a un conseil municipal, si je puis dire ça comme ça, qui se réunit régulièrement, dont le haut maire change tous les ans. Et je veux dire, ce sont les catholiques ou les protestants qui sont bourgeois, qui élisent et gèrent la ville et l'ensemble de la baronnie. Mais cette paix castrale conduit à l'excommunication de Diane et de Charles-Philippe par l'Église catholique. La sanction est levée en 1594, c'est-à-dire à peu près 10 ans après, car Diane accepte de construire, outre la chapelle au château, la chapelle castrale, les églises. Alors je ne sais pas si je l'avais fait déjà. Non,
Donc voilà, vous avez la chapelle castrale. Et donc, elle accepte de construire des églises à Mittersheim, Schalbach et Lohr, et des messes sont célébrées au château à partir de 1589. Donc, le culte catholique a été réintroduit à ce moment-là, et d'ailleurs, dès le départ, 1565, catholiques et protestants étaient enterrés dans le même cimetière, mais ça ne va pas durer. Hein? Ah ben... Ouais. Les paysans, ils ont le droit d'aller à l'un ou à l'autre? Non, parce que ça dépend de quel est leur seigneur. Ah oui, d'accord, ils ont Oui. la religion. Et lorsque je parlais tout à l'heure des baptêmes, des mariages et des enterrements, lorsque un mariage, lorsque des personnes ne respectaient pas la religion du Seigneur et allaient chez les catholiques pour se marier ou baptiser un de leurs gamins, eh bien, je veux dire, ils étaient rappelés à l'ordre et on leur donnait une amende. Et bon, je n'entre pas dans les détails, dans le livre il y a quelques exemplaires où je rapporte quelques éléments qui sont arrivés jusqu'à nous au travers des archives. À partir de cette date, donc 1589, malgré quelques incidents, les relations sont apaisées et on peut noter qu'à la fin du XVIe siècle, il y a une console qui est mise sur la porte d'entrée de la collégiale et cette console, en latin, dit Verbum Domini manet in aeternum, donc la parole de Dieu est éternelle, une parole que vous connaissez parce qu'elle se trouve à l'époque sur quasiment tous les temples en France. En 1598, il y a une ordonnance pour le fonctionnement des églises du Rhin-Gravia qui est soumise à toutes les inspections. Et à ce moment-là, les pasteurs de Fénétrange, d'Immeringen et Morange la modifient sur plusieurs points, notamment sur le sens de la confirmation, l'admission à la scène, la célébration du jeudi et du vendredi saint, et surtout, ils s'opposent aux polémiques anti-calvinistes. À Fénétrange, Niedersteinzell et Ellerin, qui est un autre village de la baronnie dont je n'ai pas encore parlé, quelques paroissiens sont des réfugiés réformés. Et souvent en famille avec des réfugiés huguenots qui ont fondé les villages welches sur les terres voisines des comtes de Saverne. Et je vais donc vous parler des villages welches. Tu peux passer. Lorsqu'on parle de l'émigration des Huguenots au XVIe et XVIIe siècle, on pense toujours d'abord à celle vers la Suisse, la Prusse, les Pays-Bas, mais plus rarement vers celle des pays germaniques de l'Est de la France, appartenant à l'époque au Saint-Empire romain germanique, comme les comtés de Saverne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'Alsace, la principauté de Lixheim, qui appartient à un prince électeur allemand, comme mon pays de naissance et de jeunesse, l'ancienne baronnie de Fénétrange et quelques autres. Si quelques immigrés calvinistes s'installent dans la baronnie dès 1559, le comté de Saverne voit des Huguenots accueillis à bras ouverts par deux comtes de Nassau-Saarbrück. Les causes de cet accueil, l'intolérance des comtes ralliés à la réforme luthérienne et surtout des villages en ruine depuis des décennies. Si quelques-uns proviennent du sud de la France, la majorité de ces réfugiés vient de Champagne, Picardie et Lorraine. Pour éviter des tensions avec la population luthérienne et germanophone, les comtes peuplent les villages sans ou avec une ou deux familles luthériennes. Et ils laissent aux calvinistes la liberté de religion tout en étant luthériens comme leurs autres sujets. Et en 1559, une lettre fait état de la présence de Guillaume Farel, dont j'ai mis une gravure, un dessin, à Bourbach, qui est un village à 15 km de Fénétrange, mais dans le comté de Saverne, et qui vient
à Bourbard pour l'installation du premier pasteur réformé, Jean Loquet, pour la desserte des réfugiés. Une autre différence de ces villages, ils parlent français dans un environnement germanique où le francique rhénan-lorrain est la langue courante. Et ce fut toujours le cas dans ma jeunesse. Le francique rhénan-lorrain, qui était une langue germanique, hein, voilà. Très proche donc de l'allemand. Et dans cette langue, français se dit Welsch, d'où le village Welsch, terminologie qui existe encore de nos jours. Et ils seront jusqu'au nombre de 8, certains mixtes, une mixité calviniste-luthérien et une mixité qui a varié au fil des siècles en y mêlant à partir du XVIIe siècle des catholiques. Et je vous ai mis en fait les blasons de 2 communes, Kirber qui se trouve à 1,5 km de Fénétrange, mais dans le comté de Saverne, et de Romuller qui se trouve à peu près à 7 km. Et voilà les blasons actuels de leur village. Donc vous avez la croix huguenote pour le premier entièrement, c'est à Kirber, et qui est un village entièrement réformé toujours. Et Revillers, où vous avez la croix huguenote, et vous avez une partie du blason des comtes de Saverne. Alors les communautés welches se développent, mais au tournant du XVIe siècle, les relations se tendent dans les paroisses où les réformés sont minoritaires. Les pressions des luthériens sont fortes pour les contraindre à passer au luthéranisme. La conception dominante dans une même communauté, une seule religion, n'avait pas quitté l'esprit des luthériens. Et on reprochait aux réformés les normes étrangères, leur savoir, leur langue, etc. Et ces reproches étaient aussi amplifiés par les incursions de compagnies de soldats à la solde du duc de Lorraine pour arrêter des réfugiés huguenots qui quittaient ces terres, donc ces terres de Lorraine, comme en 1588. Ces tensions se focalisent aussi sur la discipline. Vous savez ce que c'est la discipline, hein? La discipline de l'Église réformée. Bon. Alors, est-ce qu'on allait appliquer dans ces villages celle des églises luthériennes ou celle des églises réformées de France, d'où provenaient les réfugiés? Alors, objet des tensions, des mœurs luthériennes plus libérales, fréquentation des cabarets, danse, alcool, etc. Des relations aux autorités moins obéissantes pour les calvinistes, et tout cela générait des débats et des conflits. Surtout entre pasteurs luthériens et calvinistes, en cause le prosélytisme luthérien dans les villages mixtes, mais aussi des questions de pouvoir entre eux et sur les fidèles. Certains sont des fanatiques, comme on peut lire dans les archives. Je transcris. Hein. Une des difficultés des pasteurs est aussi de se comprendre entre eux. Et comme ils avaient du mal les uns à parler français, les autres allemand, eh bien, ils se parlaient en latin. Ah ben oui, parce que tous venaient de l'université et on parlait le latin à l'université. Et difficile de trouver des pasteurs bilingues. Heureusement, en dernier ressort, les comtes avaient le dernier mot et définissaient les règles de vie commune. En juillet 1629, le duc de Lorraine occupe le comté de Saverne et il outrepasse la décision de la Cour impériale de justice qui venait de lui rendre justice dans un procès intenté en 1527, je ne me trompe pas, hein. 1527, c'est le procès démarre et le rendu c'est 1629. Donc aujourd'hui ça va quand même plus vite, hein, même si on entend autre chose de temps en temps. Hein. Et il s'agissait de la succession c'était la succession dans le comté de Saverne qui opposait les maisons de Lorraine et les maisons de Nassau-Saarbrück.
Nombre de protestants se sont réfugiés à ce moment-là dans la baronnie de Fénétrange ou dans la seigneurie de Diemeringen. Et du coup, comme c'était essentiellement des réformés, Niederstinzel va devenir pour plus de la moitié réformé à ce moment-là, pendant un certain temps. En 1633, les Lorrains sont chassés par les Suédois, alliés du roi de France, mais la chronique dit qu'ils se comportaient comme des bandits, et 2 ans après, les armées du roi de France succèdent aux Suédois, et les terres sont restituées au comte de Saverne, et les habitants reviennent. Mais pas tous, parce qu'il restera des réformés à Niederstinzel. Avec ces mouvements d'armée, la guerre de 30 ans atteint la Lorraine et la Sarre jusqu'au traité de Westphalie en 1648. Je rappelle simplement que la guerre de 30 ans a démarré en Bohême en 1618, si mes souvenirs sont bons. 10 fois les terres de la baronnie et du comté de Saverne autour subissent le passage et le stationnement successif des armées suédoises, françaises, impériales, saxonnes, etc., etc. Les habitants qui ne meurent pas du brigandage, de la famine ou de la peste se réfugient en Alsace ou ailleurs. En 1642, sur 8 villages welsh, 4 sont détruits, il n'y a plus personne, et dans les 4 autres, il reste 8 familles. Et les villages luthériens sont tous dans le même état, et il en est de même dans la baronnie et dans la vallée de la Sarre. Seule Fénétrange n'a pas été détruite à cause de ses fortifications et de la qualité de négociateur du bailli luthérien Moschenroch, qui, contre l'autorisation de stationnement et le don des reliques catholiques aux Français, a évité un siège à une destruction de la ville. C'est peut-être la première fois et la seule que ces reliques ont fait un miracle. Quelle que soit la confession des villages, ils sont tous ruinés et certains vides d'habitants. Fénétrange est la seule paroisse à subsister avec un pasteur, avec un instituteur et à assurer la desserte dans la baronnie et au-delà jusque dans le comté de Saverne. En 1660, Louis XIV permet au duc de Lorraine de retrouver ses droits sur ses terres et ce dernier remet en place une politique d'intolérance religieuse ainsi qu'une lourde imposition. Mais revirement de situation, en 1670, Louis XIV occupe la Lorraine dans sa stratégie de prise de contrôle de la rive est du Rhin, prétextant le refus du duc de Lorraine de dissoudre son armée. Mais la vraie raison, il est un allié de la maison des Habsbourg, pour cause de mariage, etc. Et la même année, la Chambre d'Empire restitue aux Nassau leurs terres. Ils y rétablissent le protestantisme, ce qui conforte les villages welsh, sauf dans la région de Buchenum, devenue entre autres depuis sa réunion, devenue prévôté qui reste sous contrôle royal, donc catholique. Certains réformés reviennent, s'y ajoutent aussi les migrants suisses, souvent alémaniques et réformés. En 1680, Louis XIV rattache le comté de Saverne à l'évêché de Metz par acte de justice. C'est lui qui a créé la cour qui a fait son boulot sur sa demande. Et commence alors une forte répression et un projet de recatholisation de l'ensemble du comté de Saverne. Et les premières contraintes catholiques apparaissent, notamment le droit de simultanéité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est simplement que une église est dédiée au culte protestant et au culte catholique. Et à l'époque, lorsqu'il y avait un seul catholique, eh bien, le chœur était réservé au culte, à la messe par un prêtre lorsqu'il y en avait un. En 1685, la révocation de l'édit de Nantes va s'appliquer à ces terres d'empire. On chasse les pasteurs, on démolit quelques temples, on fait pression pour convertir de force, mais d'un autre côté, on fait appel à des huguenots de France. Je me trompe pas,
à des Huguenots de France pour peupler les villages en ruine en les autorisant à célébrer leur culte à Bourbach et à Lixheim. Ce temps de persécution va durer de manière plus ou moins intensive jusqu'au traité de Ryswick en 1697. Et à partir de cette date, la persécution s'arrête et les comtes rétablissent la liberté de religion, donc dans le comté de Saverne. La situation redevient à peu près normale fin 1699 pour un exercice libre de la religion luthérienne ou réformée dans le comté de Saverne. Et cette reprise des cultes luthériens et calvinistes sont extrêmement importants pour les protestants habitant la prévôté de Bouquenon et la principauté de Lixheim et la baronnie de Fénétrange voisine. Les protestants de la baronnie y trouveront jusqu'à la Révolution les lieux de soutien pastoral, les lieux de culte, de catéchèse de leurs enfants et pour célébrer baptême, mariage et culte d'enterrement. Ces derniers enterrements, ces enterrements ayant eu sans service dans leur village, comme c'était dans le royaume de France à l'époque, où on enterrait dans le silence la nuit les gens qui étaient décédés. Mais eux, ils allaient 3 kilomètres plus loin et ils trouvaient un pasteur pour assurer le service d'enterrement. J'ai même trouvé un texte qui parle de la prédication d'une des dames qui avait demandé qu'on prêche sur le texte « Heureux les pacifiques ». Point 4. La fin officielle des paroisses protestantes de la baronnie. Et donc on revient à Fénétrange, et le temps de la semi-clandestinité de 1685 à 1789. Après la guerre de 30 ans, les Ringraves, en difficulté financière à cause de cette guerre de 30 ans, eh bien, ils vendent en 1664 et en 1680 au duc de Lorraine leur part de la baronnie, avec la promesse du respect de la religion des sujets. Vous pouvez en douter que le duc de Lorraine allait, vite oublier ce qu'il avait signé. Mais à partir de 1664, la pression catholique s'amplifie, puis le roi de France occupe la Lorraine et toutes les terres jusqu'au Rhin pour protéger la frontière est de son royaume, et il y applique en 1685 la révocation de l'édit de Nantes que vous avez sur la diapo derrière moi. En conséquence, les pasteurs sont chassés du pays, les églises démolies, les protestants sommés de se convertir au catholicisme, les enfants scolarisés à l'école catholique, les services funèbres interdits et les protestants morts enterrés de nuit dans le silence en présence de la maréchaussée. Louvois devant même la destruction de l'église des protestants de Fénétrange, pour le citer. Donc la collégiale qui où avaient eu lieu les messes pendant des siècles. Heureusement, localement, on n'a pas suivi les ordres. D'ailleurs, dans les villages protestants, la destruction des temples empêcha la tenue de messes. La tenue des messes, c'est une idiotie d'ailleurs de détruire des lieux où ils auraient pu réunir, tous les catholiques et les curés, évidemment, qui étaient nommés sur cassette personnelle du roi, eh bien, n'avaient pas de lieu pour réunir les gens. Voilà, il y a parfois des incohérences dans la tête de ceux qui décident très loin, à Paris en l'occurrence. Les conversions sont peu nombreuses, sauf sous la pression des armes. Ainsi, à Fénétrange, plusieurs dimanches, les protestants sont emmenés de force à la messe et ne sont autorisés à sortir de l'église que s'ils se convertissent. Alors évidemment, ils font traîner les choses jusqu'au soir, et c'est évidemment des conversions de surface, car à peine sortis, ils protestent par lettre auprès des autorités contre ces pratiques. Et Fénétrange et les protestants de Fénétrange, pendant toute cette durée, à partir de 1687, on a dénombré une vingtaine de courriers qui vont au duc, au roi, au dauphin, etc., à un certain nombre de responsables de l'époque pour protester, etc. Et périodiquement, oui, comme je le disais, et leur dernière supplique est faite en 1787 par Jean Adam et Jean-Jacob Bricard pour être considérés en égalité avec les catholiques.
refus royal, mais 2 ans après la Révolution éclate et elle est accueillie par les protestants comme une réponse divine à leurs prières. Ainsi, en 1789, les communautés protestantes de Fénétrange, Mittersheim, Niederstinzel, Bedborn et Lorrain, Lixheim, déjà constituées avec leurs anciens à leur tête, sont prêtes pour faire vivre leur paroisse en chacun de ces lieux. Cependant, localement, il faut noter, malgré des périodes de tension, avec des procès et des accrochages à propos des processions, des écoles ou d'un culte trop voyant, la coexistence entre catholiques et protestants est souvent ambiguë. Entre notables, on se comprend, surtout lorsqu'on a des affaires communes. Et le titre avait été dissocié en 1584, je crois, de la religion, car les affaires sont les affaires et la participation à la gestion de la ville est commune. Ainsi, le duc de Lorraine, alors il faut tout voir, hein, le duc de Lorraine avait nommé un haut-maire protestant pour l'ensemble de la baronnie, en 1527 ou 28, quelque chose comme cela. Et le curé, lui, il avait des problèmes pour récolter les dîmes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un protestant pour les ramasser. Et ça a duré des années. Hein. Ah oui, non, mais je veux dire que... Bon, on est parfois étonné de voir tout ça. Alors j'ai oublié de parler... tu passes la suivante, s'il te plaît. Oui. Alors vous avez sur la gauche un recueil de chants utilisé au XVIe siècle à Fénétrange par la communauté. Et c'est un recueil de chants que j'ai trouvé dans le grenier du presbytère. Et ici, c'est un détail de la pierre tombale du protestant Christoph Wackens. Et vous voyez l'image, les anges ont leurs pieds sur des pierres, et ça rappelle un verset de l'évangile de Luc. Les anges feront parler les pierres, sculpture en référence donc à la parole de Jésus. Et il y a à peu près une quarantaine de sculptures qui ont subsisté où vous avez ce genre de message sur toutes ces pierres tombales. Et devinez où elles se trouvent aujourd'hui, autour de l'église de la collégiale, parce qu'on les a sauvegardées et il n'y a plus de cimetière autour de l'église, mais ces pierres tombales qui étaient sur ce cimetière ont été maçonnées dans les murs de l'église et dans des lieux particuliers pour en garder mémoire. Pardon ? C'est un Christ crucifié, là. Oui, mais je rappelle que nous sommes dans un contexte luthérien. Nous sommes dans un contexte luthérien et je cherchais, non, c'est pas sur celle-là, sinon vous auriez vu une sorte de rose qui rappelle la rose de Luther. Voilà. Alors en 1789, diapo 12, c'est la suivante. Voilà. En 1789, les protestants participent à la rédaction des cahiers de doléances. Si toutes les questions de vie quotidienne, sociale, financière et de justice sont abordées, celle de la liberté de culte n'est pas rapportée par les secrétaires, et pour cause, c'étaient tous des ecclésiastiques cathos. Face à l'impasse, les protestants de Fénétrange s'associent à ceux de Lixheim, du pays de Montbéliard et d'Alsace, pour demander aux révolutionnaires les libertés tant aspirées. Et les Fénétrangeois envoient un des leurs, Jérémie Bricard, un descendant de réfugiés picards, à Paris pour s'adresser aux députés de la Constituante. Et après et je vous ai mis à gauche la première et la dernière page de cette conférence qu'on retrouve dans les archives du Parlement français. Après la liberté de culte proclamée par celle-ci, les anciens de la paroisse choisissent en 1791 Georges Louis Hout comme pasteur
Il a 21 ans et vient de terminer ses études à Strasbourg. Il est le fils du pasteur d'Altviller qui dessert depuis plus de 25 ans Wiberswiller et Mittersheim, village de la baronnie où le culte était interdit, mais il y avait quand même des pasteurs qui visitaient, parfois ça se terminait un peu mal, mais qui allaient visiter les paroissiens et assurer enterrement et culte. Et ce jeune, formé dans un luthéranisme très conservateur, il a aussi été immergé pendant ses études dans un milieu ouvert à la culture française et à la philosophie des Lumières. Et il adhère aux idées révolutionnaires comme les anciens de la paroisse. Et dans une salle louée au château, le premier culte public a lieu le 30 octobre 1791, la veille du jour symbolique du 31 octobre où Luther a placardé ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Et cette prédication est parvenue à la postérité parce que le pasteur Haut l'a fait imprimer, et donc ici vous avez la première page. Le même jour, les protestants, pour marquer leur solidarité, ont distribué 300 kilos de pain à toutes les familles pauvres de Fénétrange. Mais la liberté sera de courte durée. En août 1793 commencent des vagues de déchristianisation qui enclenchent la terreur jusqu'en mai 1795. À Fénétrange, cela se traduit par la fermeture des lieux de culte, mais aussi par le martelage de symboles ou de stèles rappelant le système féodal et seigneurial, les privilèges aristocratiques et c'est une manière donc de signifier que nous entrons dans un monde nouveau. Pendant cette période, le pasteur intervient, il part pas, il reste, il intervient comme enseignant de la religion et il s'engage dans la défense de la République et préside la Société populaire dont le but est le soutien au gouvernement et aux armées révolutionnaires. Et devinez qui est le secrétaire? C'est le doyen Bourg, curé assermenté de la paroisse catholique. Au lendemain de la victoire des armées révolutionnaires à Wissembourg, en décembre 1793, sur les armées coalisées royalistes, il tient un discours fervent où il dit « La liberté ou la mort sera notre mot d'ordre, et rejeté soit celui qui en a un autre, que meurent les tyrans, que vive éternellement et que grandisse la noble République française. » Son père, pasteur luthérien, donc Altviller, le qualifiera de révolutionnaire fanatique et se fâchera avec lui pendant un certain nombre d'années. Oui, parce qu'il n'était pas conservateur, etc. Et voilà. Et après la terreur arrive septembre 97 et l'autorisation officielle d'ouvrir les églises. Celles de Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel sont déclarées au bénéfice des catholiques et des protestants. Mais les simultanéums, comme on les appelle, donc les églises partagées entre catholiques et protestants, génèrent des conflits entre protestants, parce qu'on ne va pas se mettre donc sous la Vierge, etc., d'autres œuvres de charlatans, comme disait le bailli Moschenroch. Et celui de Fénétrange dura jusqu'en 1806, date de la construction de l'église protestante. Donc, vous avez ici donc l'église telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle a été construite en 1806. Rien n'a changé, sinon les tribunes allaient jusqu'au fond. Elles ont été raccourcies pour agrandir le chœur. Sinon, voilà, ça c'est l'église. On pouvait mettre 500-600 personnes à l'époque là-dedans. Et à Mittersheim et Niederstanzel, donc on passe la suivante. Donc ici c'est Mittersheim, et en 1813, Mittersheim, donc la communauté, a acheté une ferme qu'elle a transformée en école et en lieu de culte. Donc vous voyez d'un côté à gauche le lieu de culte, c'était la grange, et à droite vous avez en bas la salle de classe et en haut le logement de l'instituteur.
Et en 1867, on a reconstruit cette église parce qu'elle était déclarée insalubre et la commune qui payait l'instituteur, elle lui payait un logement ailleurs, mais refusait de refaire. Et donc en 1867, la communauté a bataillé en écrivant jusqu'au président de jusqu'au, je sais plus, au ministre ministre chargé du culte, au président des églises, au maire, etc., au préfet. Pendant plus de 7 ans, ils ont cassé les pieds et à la fin, ils ont eu gain de cause. Ils ont donc reconstruit l'église sur le devant et derrière, vous voyez juste le toit. C'était le toit du presbytère, du logement de l'instituteur et de l'école en dessous. Tous ces bâtiments existent toujours. La suite. Ici, Niedersteinzell, ils ont acheté une maison entre 1813 et 1820, je n'ai pas trouvé les dates exactes, où ils ont donc fait l'école. Et cette école servait aussi comme lieu de culte lorsqu'il y avait un culte à Niedersteinzell. Et le beffroi a été rajouté en 1859. Et lorsqu'ils ont construit l'église en 1934, la cloche qui était au beffroi a été mise dans le clocher, de l'église actuelle, et elle s'y trouve toujours. Donc après la recréation de la paroisse, se pose aussi la question de l'organisation du culte protestant dans le département de la Meurthe. Le consistoire de Fénétrange est recréé avec les paroisses de Postroff et Niedersteinzell et Mittersheim en 1787, mais la nouvelle législation de Napoléon conduit à sa suppression en 1805. Une anecdote pour enfin être payé par l'État, le pasteur Ross, qui avait remplacé Haut décédé, sachant que Napoléon, de retour d'Austerlitz, devait passer par Sarrebourg, est allé à Sarrebourg et est arrivé à lui faire passer sa demande. Ce qui a accéléré sa prise en charge, qui traînait depuis plus de 2 ans. Et il y a eu sa prise en charge, mais avec un mot personnel du ministre. La prochaine fois que vous aurez des demandes à faire, passez par les voies officielles. Ce qui avait déjà été fait. Mais bon... Mais je pense que Napoléon a dû lui tirer les oreilles. Pardon ? Voilà. Alors je n'entre pas dans les détails, mais l'analyse de l'histoire locale vérifie le dessein de Napoléon de contrôler les églises. Si la gestion du quotidien dépend du local, toutes les décisions importantes devaient être prises en consistoire ou au siège de l'église luthérienne, à moins de contourner, comme par exemple l'achat par prête-nom de locaux, parce que localement il n'y avait pas autre chose que les églises, et il fallait bien, acheter des maisons pour faire les écoles, pour réunir, pour les enfants, pour catéchiser, etc. Alors, j'ai découvert que mes ancêtres, avec une cinquantaine d'autres co-religionnaires, avaient acheté entre 1812 et 1816 une partie conséquente du château de Fénétrange. La régularisation est intervenue au changement de législation en 1852, lorsque les paroisses ont eu une existence juridique. Et ces locaux au château ont permis d'avoir une salle de réunion, de créer une école protestante, puis une école modèle dans les années 1840, école modèle, donc les écoles normales pour l'époque, de mettre à disposition de familles pauvres des logements contre un modeste loyer ou contre service, comme fossoyeurs, ménage de l'église, accueil d'orphelins, etc. À noter aussi la création des églises et écoles à Mittersheim et Niedersteinzell, mais je vous ai déjà montré tout cela. À souligner encore que plus on s'éloigne du temps de la période révolutionnaire, et davantage les protestants sont contestés dans leurs droits par les catholiques. Mais l'administration reste ferme pour entretenir les écoles protestantes et il suffit souvent de remonter jusqu'au préfet pour que certains dossiers qui étaient bloqués par les sous-préfectures ou bien par d'autres administrations se débloquent.
Alors il y a... voilà. Alors il y a eu une bataille assez importante à Fénétrange à l'occasion de la création d'une école de filles, ou bien dans le respect dans l'espace public qui était régulièrement contesté au pasteur. Il y a eu tout plein d'histoires et j'allais dire évidemment toutes ces histoires font toujours beaucoup de papier, donc on trouve toujours beaucoup de choses dans les archives. Et à force de persévérance, souvent le droit est respecté. C'est un peu l'histoire de la parabole de la veuve opiniâtre. Et le sommet de la période a été sous le Second Empire, où le catholicisme redevient triomphant. Mais cette pression catholique, si cette pression catholique augmente, l'anticléricalisme croît aussi. Pas seulement chez les protestants, où le pasteur est aussi mis en difficulté par l'instituteur, mais aussi chez les catholiques et contre les catholiques. Une dernière chose concernant l'école et l'Église, au moment du retour à la France en 1918, l'école communale protestante garde son statut confessionnel, mais les liens administratifs avec la paroisse disparaissent. Cependant, les instituteurs et les institutrices restent les piliers de l'Église, car ils restent prédicateurs, catéchètes, chefs de chœur, organistes, soutien des pasteurs, jusque dans ma jeunesse, dans les années 1960. Pour conclure ce point, en parcourant sur plus d'un siècle l'histoire de l'école protestante de la paroisse, on mesure toute l'évolution de l'instruction des enfants de notre pays, qui, en partant d'une priorité ecclésiale et confessionnelle, aboutit à une priorité d'instruction nationale et laïque. Et j'en arrive à mon dernier point, la paroisse au temps des guerres. De nombreuses générations de notre région ont dû faire face à la guerre, et je ne relèverai ici que ce qui concerne les protestants durant les guerres de 70, 14-18 et 39-45. Fénétrange, par sa situation, comme je disais tout à fait au début, géographique, dans la vallée de la Sarre, a toujours été sur la route empruntée par les armées de la France et celle des envahisseurs. Alors, la guerre de 1870, donc l'annexion à l'Empire allemand de Guillaume II. Alors, je voudrais juste souligner, alors vous avez ici la carte, donc vous voyez la nouvelle frontière qui a été instaurée, et c'est une certaine ligne linguistique, sauf pour quelques vallées des Vosges qui se trouvent sur le versant alsacien. Et en haut, la partie qui va appartenir à la Meurthe-et-Moselle, c'est une zone francophone, tout le reste est germanophone. Ah oui, alors je voudrais juste aussi montrer que ça c'est le département du Bas-Rhin. Et Fénétrange se trouve ici, sur la frontière ici. Juste pour préciser. Et alors en fait, pourquoi cet appendice? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous l'Alsace bossue, Bertrand y connaît. Et en fait, ça a été rattaché à la France qu'en 1793, quelque chose comme ça, assez tardivement. Peut-être Bertrand, il en saura plus. Alors je soulignerai un seul épisode, c'est le refus du conseil presbytéral de s'associer à une lettre de reconnaissance des pasteurs d'Alsace au chancelier du Reich, Bismarck, Otto von Bismarck, d'avoir maintenu le système napoléonien et donné l'autonomie aux églises luthériennes d'Alsace et de Lorraine. Alors ils ont fait une lettre dithyrambique le remerciant, et le conseil presbytéral de Fénétrange a refusé. C'était une des rares paroisses qui l'ait fait. En fait, c'était la double culture luthérienne et réformée dont se sont nourris les paroissiens de Fénétrange depuis des décennies, qui a conduit le conseil à ce refus. Et il semble avoir été le seul de la Moselle luthérienne.
D'ailleurs, comment dire merci lorsque des familles de la paroisse sont divisées par l'immigration en France de certains de leurs membres et lorsque on voit un certain nombre de jeunes qui sont appelés à Berlin porter le casque à pointe. C'est tout ce que je dirais sur cette guerre-là. Éventuellement, on pourrait poser des questions sur cette période-là. La Première Guerre mondiale, 14-18, le retour à la France. Au déclenchement de la guerre, en août 1914, Fénétrange et les villages autour sont immédiatement évacués. Les Allemands avaient fait des 15 km en amont de Fénétrange une position défensive en prévision d'une attaque de l'armée française, mais cette dernière, je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'armée française à l'époque, mais ils ignoraient qu'il y avait des fortifications qui avaient été montées. Alors ce qui arriva, c'est une boucherie. L'armée française doit battre en retraite et elle n'arrive à se stabiliser qu'aux environs de Nancy parce que les Allemands poursuivent. Et les Allemands ont eu dans le secteur à peu près 300 morts lorsque juste dans la vallée de la Sarre, il y avait plus de 1200 Français morts grâce à leurs pantalons rouges, à leurs fusils qui tiraient pas assez loin et aux canons allemands qui tiraient plus loin que l'armée française qui n'avait pas jugé nécessaire d'amener leurs canons. Je veux dire, évidemment, il y a eu quelques généraux qui ont payé, mais le problème, c'était pas les généraux qui ont payé qui étaient fautifs, c'était plutôt un tout petit plus haut qu'il aurait fallu faire un peu le ménage. Et au déclenchement de la guerre, la paroisse est sans pasteur, mais Georges Appel est nommé à l'été 1915. De son action va naître une paroisse dynamique, malgré la guerre. Mais rien n'était gagné à son arrivée, car il trouve une paroisse en conflit entre paroissiens, entre les différents lieux de la paroisse et avec les autorités municipales. En fait, tout le monde était fâché avec tout le monde. Et pendant 2 années, que va-t-il faire? Il visite et écoute, discerne l'état d'esprit des gens et des besoins. Démarche d'autant plus nécessaire que chaque famille a un jeune ou un mari au front et déjà de nombreux morts. Et de cette écoute naîtront diverses actions à partir de 1916, dont l'accent porte sur la communion, la solidarité et la consolidation de la foi. Alors que fait-il? Alors d'abord, il s'engage dans la formation culturelle et populaire. En 1916, il relance la bibliothèque créée par le pasteur Buxenschutz en 1852. Elle reçoit un large soutien des habitants, mais aussi du conseil municipal. Appel, avec son épouse, crée des chorales, des chœurs d'hommes, des chœurs de femmes, des chœurs mixtes, des chœurs d'enfants, et avec l'aide des instituteurs de ces 3 lieux, qui prendront par ailleurs la relève à la fin de la guerre. Et il organise des conférences, des concerts à l'occasion du jubilé de la Réformation. Et après des hésitations et des conseils presbytéraux qui n'étaient pas très favorables, eh bien, il arrive quand même à entraîner le conseil presbytéral à célébrer le 1er novembre 1917 le jubilé du 400e anniversaire de la Réformation à Fénétrange et Mittersanne. Et c'est l'occasion de souligner, comme jadis, la foi de Luther cachée à la Wartburg, comment cette foi a renouvelé le peuple dans ses convictions spirituelles. Et face aux sommes englouties par la guerre, eh bien, il n'hésite pas à faire un appel financier qui vise à diffuser la pensée luthérienne pour renouveler l'âme et la vie du peuple. Et à cette occasion, des livrets sont distribués aux enfants des écoles et plus de 100 livres sont vendus parlant de Luther et de la foi. Il adhère aussi au projet des églises d'Alsace
du Gemeindeblatt, c'est-à-dire une feuille paroissiale de 4 pages, 3 générales et une information locale soutenant la spiritualité et permettant de garder le lien avec ceux du front, parce que c'est ça qui était important, par la publication d'extraits de leurs lettres. Donc au fond, ils personnalisent cette lettre paroissiale au travers de ces courriers qu'ils recevaient du front. Et ensuite, pour les soldats tombés, un service est organisé même en l'absence de corps. Appel introduit aussi le dimanche des morts, le Todensonntag, le dernier dimanche du mois de novembre, pour faire mémoire des disparus. Et lors du premier culte en 1917, 25 jeunes de la paroisse étaient déjà tombés et 5 autres tomberont par la suite. Dans le village, il y a eu presque une 50aine de morts. Donc je veux dire que les listes sur les monuments morts, comme d'ailleurs ailleurs dans les villages, étaient très longues. Et le premier qui était tombé, c'était un grand-oncle dans la plaine des Vosges. Au printemps 17, il organise un culte lors de la saisie des tuyaux d'orgue et des cloches. Donc j'ai retrouvé les photos qui ont été prises à l'époque. À gauche, la saisie, à droite, la cloche qui va la remplacer en 1924. Donc il organise des cultes, mais l'objet était le suivant, tant à Fénétrange qu'à Midersheim. Il évoque la dédicace de ces cloches, parce qu'il y avait plusieurs cloches. Et sur ces cloches, les dédicaces étaient en allemand et en français. Et c'est ça qui était important, parce que c'était une manière de faire réfléchir aux Fénétrangeois qui étaient présents des deux côtés du front et à réfléchir à l'absurdité de la guerre. Pour insuffler l'espérance, quoi de mieux que de se souvenir des actes de foi et de résistance du passé et de mobiliser la paroisse et les écoles autour d'événements. Et c'est vrai que ces cloches, je veux dire, ça a été compliqué, je veux dire, pour les avoir. Enfin, il n'oublie pas la solidarité avec les familles au soutien de 2 orphelinats dans lesquels des enfants de la paroisse ont été placés. Mais l'action sociale la plus importante qu'il mènera sera la création d'un service d'infirmerie protestante qu'il n'arrivera à créer que fin 1920 par l'embauche d'une dame de Niederstanzel. Et ce service se maintiendra jusqu'en 1938, date où la dame est partie à la retraite. Et s'il a été créé d'abord par et pour les protestants, il s'ouvrira très vite aux populations de Postroff, Fénétrange et Niederstanzel, et parfois aussi Niedersheim, qui est un tout petit peu plus loin. Une fois l'armistice signé et l'Alsace-Moselle réintégrée à la France, la dynamique créée par le pasteur Appel et son conseil se poursuit et se développe, fêtes paroissiales, concerts. Un des concertistes était Albert Schweitzer, conférences, semaines missionnaires, la bibliothèque suit son activité, mais se francise, etc. Mais la fin de la guerre apporte aussi des transformations et des inquiétudes. Et c'est ainsi que j'ai trouvé des documents qui parlaient qu'après que les garçons soient partis au front, dont beaucoup ne sont pas revenus, on assiste à la migration des filles, à la migration de nombreuses filles vers les grandes villes pour trouver du travail. Et je veux dire que ça a été extrêmement important à l'époque. La question du statut des églises et des écoles protestantes en lien avec la laïcité, et aussi celle de l'identité des églises luthériennes et réformées d'Alsace et de Lorraine dans le cadre de la France. Le retour à la France s'avère au fond beaucoup plus compliqué que le passage de la France à l'Allemagne en 1870, car à l'époque la culture dominante était germanophone et en 1870 la mixité culturelle n'était pas perçue comme un problème en soi. Elle est une donnée séculaire de la Lorraine et de la baronnie de Fénétrange. Mais à la fin du XIXe siècle, en France, le nationalisme dans sa forme xénophobe
et chauvine s'est développée et a alimenté des discours pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et ces 50 ans d'assimilation allemande, est-ce qu'elles ne vont pas gêner ce retour et une intégration en douceur en France? Quelle est l'identité de ces Lorrains, de ces Alsaciens ballottés par leurs particularismes locaux de langue, de législation, de religion, de coutume? Mais au sortir de la guerre, au-delà de toutes les questions évoquées, la paroisse de Fénétrange, Niederstanzel et Mittersheim en sort fortifiée malgré la saignée humaine de 30 jeunes de la paroisse. Son successeur Arthur Bach, en 1925, dira au Conseil son étonnement devant l'importance de la jeunesse et l'engagement de la paroisse pour la mission. J'en arrive à la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, sous le nazisme. Annexée en 1940 au Reich, l'Alsace est intégrée au Gau Baden et la Moselle au Gau Westmark, donc à la Sarre et au Palatinat. Et si l'église luthérienne en Alsace reste autonome, les paroisses réformées et luthériennes de la Moselle sont intégrées dans l'église unie du Palatinat, église qui réunit luthériens et réformés en son sein depuis le XIXe siècle. En 1939, donc, beaucoup de Mosellans et d'Alsaciens protestants sont germanophiles, pour des raisons culturelles et religieuses. Et cette inclination découlait de leur histoire régionale, familiale et culturelle. Mais très vite, nombre d'entre eux comprennent que l'Allemagne de Hitler n'est pas celle de Guillaume II. Et si le comportement a changé chez beaucoup de luthériens, qu'en est-il de la collaboration locale ? Alors l'absence d'informations dans les documents disponibles révèle prudence et méfiance. Ah, j'avais oublié de... Non, c'est bon. C'est bon. À Fénétrange, c'est d'abord le retour du pasteur Guerrier, donc sur ma droite, Michel Guerrier, en juillet 40. Démobilisé après l'annexion, il revient début juillet et il meurt en août d'une pneumonie fulgurante. Et pendant son absence, c'est son épouse qui prêche et qui fait les cultes, comme son fils le raconte dans son livre. Mais dans les archives, on ne trouve aucune trace, parce que je ne suis pas sûr que les autorités auraient accepté ce genre de choses. Mais lorsqu'on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Comme toujours d'ailleurs, hein, et ça fait bouger les choses. Et le poste restera vacant jusqu'à la nomination du pasteur Dietrich Barth en 1942. Suite à la nouvelle législation nazie de 1940, les églises deviennent des associations de droit privé autorisées à prélever des contributions auprès de leurs membres, mais toutes les recettes, y compris les offrandes au culte, sont soumises à impôt. Et l'objectif est au fond de marginaliser et d'affaiblir les églises, mais c'est le contraire qui se réalise. Même les détachés se rattachent et cotisent, et chaque année, malgré la pression fiscale, les 3 lieux de la paroisse ont des comptes excédentaires, comme d'ailleurs on peut le voir dans la majeure partie des paroisses en Alsace. De 1940 à 1944, un conflit larvé existera entre la paroisse et la commune. La mairie souhaitait établir au château ses services et une auberge de jeunesse nazie. Et après avoir confisqué les biens de la paroisse au château, la commune souhaitait un acte authentique de cession. La réponse du conseil, soutenue par l'évêché de Spire: nous sommes prêts à céder nos biens à la commune en échange d'une salle équivalente pour nos activités. Mais la commune refuse de répondre, rien ne se fait. Même l'évêque se déplace un jour à Fénétrange pour discuter avec le maire d'un rendez-vous qui avait été prévu d'avance. Le maire avait quelque chose de plus urgent à faire ailleurs. Au fond, si l'argent et les biens laissent des traces écrites, pour ce qui est du reste,
c'est le silence. Le registre des comptes rendus du conseil presbytéral est quasiment vide. La publication de la lettre paroissiale est arrêtée, un silence qui durera jusqu'en 1949. Et je ne m'étais pas aperçu qu'entre 44, date de la libération, et 49, il y a eu ce silence. Et je ne sais pas si vous devinez pourquoi, à cause de cette période d'épuration où tout le monde soupçonne les uns et les autres. Mais l'épuration de 45 à 44 à 48 ne semble pas avoir eu de suite dans la paroisse, même si on peut supposer l'existence de zones d'ombre. Alors je termine. Voici donc présenté quelques périodes et événements parmi tant d'autres sur plus de 450 années de vie paroissiale. Nées sous le régime féodal en 1565, les communautés protestantes de la Baronnie se sont édifiées grâce à la paix d'Augsbourg, résistant aux pressions catholiques et à leurs princes, à la guerre de 30 ans, à la famine, à la peste, et elles sont dissoutes sous l'absolutisme royal en 1685. Mais en semi-clandestinité, elles résistent aux persécutions pour renaître en 1791 à la Révolution. Dès 1584, en maintenant le titre de bourgeois à distance de l'appartenance confessionnelle, protestants et catholiques ont continué à gérer la ville ensemble. Même au temps où le culte protestant était interdit, les protestants ont été sollicités pour agir pour le bien de tous. Si la Révolution fut décisive pour la liberté, l'égalité de traitement des protestants dans la sphère publique locale nécessitera des décennies de lutte supplémentaires, tant les mentalités étaient enquistées dans les théologies, des philosophies et des pratiques séculaires. Cette histoire de plus de 450 ans se déroule sur un territoire marqué par la rivalité entre la France et les pays germaniques. Situées sur des frontières territoriales, linguistiques, religieuses, culturelles, les paroisses, dont celle de Fénétrange, Mittersheim et Niedersachsen, ont fait face à la guerre, à l'intolérance et à de nombreuses incertitudes. Mais je dirais que chaque fois, la paroisse a su profiter des silences de la loi, adapter son mode de résistance, protestation, lettres, délégations, etc., son organisation, ses écoles, son système catéchétique, construire des lieux de culte et même créer une école modèle, une bibliothèque, une infirmerie. Et chaque révolution et chaque guerre ont apporté des transformations profondes dans la vie paroissiale et ont interrogé les fidèles sur leur identité spirituelle et culturelle, régionale et nationale. Ce microcosme d'une baronnie, puis d'un canton, puis du canton, les 450 années d'histoire locale racontent aussi les évolutions politiques, sociales et religieuses de la France et de l'Allemagne. Et cette histoire locale permet de toucher de près à l'histoire générale, ainsi à la fin des petits États d'empire issus de la société féodale, au déclin de l'aristocratie et de la noblesse, à la lente création des nations, au lent découplage des églises avec l'État, la loi de 1905 en France et son équivalent en Allemagne, au travers du Kulturkampf, combat pour la civilisation, aux évolutions de l'école et de la laïcité, au régionalisme, etc. Avant de terminer, des remarques plus personnelles. D'abord un mot sur ce travail de presque 10 ans, par ailleurs inachevé. Il a été une sorte de pèlerinage qui m'a permis de mettre des mots sur l'esprit qui a animé et fait vivre toutes ces femmes et ces hommes, leur courage, leur résistance, leur foi, qui nous ont précédés et qui ont façonné, avec leurs concitoyens catholiques et juifs, l'histoire de Fénétrange, de l'ancienne baronnie jusqu'à nos jours. Par ce travail, j'ai aussi pris conscience de la fin d'un monde. Les anciens que j'ai connus dans ma jeunesse à Fénétrange, Mittersheim et Niedersachsen étaient les derniers descendants de nombre de générations de familles, piliers de ma paroisse. Et toutes ces familles ont presque toutes disparu de ces lieux, remplacées par d'autres. Mais ces paroisses sont en grande difficulté dans un pays qui se dépeuple.
Je veux dire, en espace de 30 ans, le village Fénétrange a perdu quasiment la moitié de sa population, comme d'ailleurs les villages autour. Sauf Mittersheim, parce qu'il y a une activité culturelle, parce qu'il y a un lac. Donc ça attire surtout les habitants de Saarbrücken qui viennent, je veux dire, pour les week-ends. Alors, ce travail a aussi l'occasion de découvrir que mes ancêtres y avaient participé, eux qui, du côté paternel, semblent être des immigrés suisses venus s'installer en Alsace-Bossu au XVIIIe siècle et qui ont navigué dans plusieurs villages, etc., pour s'installer à Fénétrange. Et aussi du côté maternel, descendre de huguenots réfugiés en Allemagne. Mais nombre d'archives ont été détruites par la guerre, ce qui laisse à la parole orale intergénérationnelle un peu d'éclairer le brouillard de l'histoire des origines de ma famille, mais sans avoir aucune certitude sur la réalité, en tout cas du côté maternel. Et je termine sur un cadeau que la dernière guerre a laissé à la paroisse, 3 vitraux d'inspiration biblique réalisés en 1952 par le catholique maître verrier Ruhlmann, qui avait dû se réfugier en Dordogne dans un monastère parce qu'il était... les nazis le recherchaient pour le mettre à mort. Et donc il avait réussi à fuir pour se cacher dans ce monastère en Dordogne. Alors le pasteur Ruhlmann et le pasteur Barth ont créé donc des vitraux et ils ont remplacé ceux détruits dans les églises de Fénétrange et Niedersteinzell à la Libération grâce aux dommages de guerre. À Fénétrange, les quadrilobes des vitraux proclament « Au commencement était la parole et je suis l'alpha et l'oméga ». C'est écrit en latin dans les vitraux. Non, pas en latin, en grec, pardon. Et celui de Niedersteinzell met l'accent sur la parole du centurion. On passe à la suivante. Ah oui, pardon. J'avais oublié. Donc, non, tu passes. Voilà. Ça, c'est des vitraux en entier. Donc, vous avez les quadrilobes, les 2 quadrilobes Ensuite, vous avez juste un extrait d'un des tableaux qui représente la scène où l'habit de Jésus devient la table, et là un extrait avec le pain et la coupe. La suivante. Et ça, c'est le vitrail de Niedersteinzell. On a face à nous un vitrail qui parle de la fin du monde, hein. C'est évident. Mais tous ces vitraux invitent à la contemplation pour voir comment Dieu se fait proche des hommes. Et ils appellent à croire et à l'espérance au sortir de la guerre. Ces vitraux rappellent que l'essentiel est la parole de Dieu dans le quotidien. En 1952, ce fut un discret rappel en une période de début de guerre froide où le monde prenait conscience de la Shoah et du malheur apporté par le totalitarisme nazi, même à Fénétrange où 2 stèles ont été érigées, une de la déportation avec les noms des déportés juifs et une autre rappelant le vandalisme nazi, et cette dernière réunissait les pierres tombales du cimetière juif qui avait été utilisé pour paver l'entrée de l'église catholique en 1940. Et ces pierres tombales avaient été arrachées parce qu'il y avait à récupérer le sable qui était sous les tombes dans le cimetière juif. Et ils ont passé une route au milieu du cimetière juif. Donc ça rappelait ce vandalisme nazi. Et cette dernière, le vitrail de Niedersteinzell présente la nuit qui s'abat sur la terre à la mort de Jésus, mais il ouvre aussi à la foi et à l'espérance grâce à la foi du centurion romain. On le voit là en bas ici. C'est un vitrail relativement sombre. Là, il vient d'y avoir des travaux de restauration, de rénovation, et on a un peu éclairci
le noir qui s'était collé à l'extérieur du vitrail. Un vitrail toujours d'une grande actualité en automne incertain d'aujourd'hui. Alors merci d'avoir eu la curiosité de participer à ce voyage humain, spirituel, culturel et historique. Merci aussi de votre attention. Alors je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si j'arrive à me souvenir de toutes ces choses. Deux petites questions. Oui. C'est quelle population Fénétrange actuellement, dernières élections, c'était 678 et sinon c'était 1100, 1500. Il n'y a pas d'industrie dans le coin? Non, il n'y a que des vaches. Ouais. Et je dirais. Il n'y a pas de. Non, le paysage est comment? C'est plat ou c'est vallonné? C'est vallonné, c'est vallonné, c'est bossu. Hein, c'est vallonné. En fait, c'est un pays d'étangs et de pâturage. Voilà. Sur la commune même de Fénétrange, actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 ou 6 étangs. Et dans le passé, il y en avait 2 ou 3 de plus, d'autant plus que c'est ces étangs-là qui étaient une sécurité pour la sauvegarde de Fénétrange, parce que ces étangs étaient reliés de telle façon que s'il y avait un envahisseur, et comme il y avait des fossés, tout le monde était noyé en fait, hein, sauf la ville qui était sur un peu en promontoire. Oui, c'est toujours aujourd'hui, hein, il y a quelques petites industries. À Fénétrange actuellement, il y a une seule industrie, c'est une toute petite métallurgie d'aluminium, c'est tout. Il doit y avoir une dizaine d'ouvriers, quoi, c'est tout. Et s'il y en a encore autant. Comme toutes les campagnes. Pardon ? Comme toutes les campagnes. C'est comme toutes les campagnes. Par contre, Fénétrange avait eu donc il y a 2 bâtiments monstrueux à Fénétrange. C'est le château. Et le château, pendant très longtemps, il y a eu des difficultés pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et ça appartient à la commune. Et là, le maire actuel a réussi à construire un auditorium et à mettre une école de musique. Et il y a un autre bâtiment, c'est un ancien pensionnat Notre-Dame de la Providence, qui est né de... Il y avait à Fénétrange un séminaire au XIXe siècle et il y avait une école de filles catholiques. Et petit à petit, à partir de cette école de filles, il y a eu des sœurs qui ont construit un collège à partir de 1800 et quelques. Il y a eu des subventions qui sont venues des États-Unis et ils ont pu construire un pensionnat qui a pu avoir jusqu'à 1200 élèves en internat. Et donc c'était des filles souvent, comme le collège Sévenol, hein, c'était des filles qui venaient d'un peu partout de la Moselle, qu'on n'arrivait pas à cadrer dans l'enseignement, j'allais dire, l'éducation nationale. Donc on trouvait chez les bonnes sœurs une capacité pour les mettre en internat et pour les éduquer. Et à l'origine, ces filles étaient aussi, avaient la possibilité d'apprendre la couture, d'apprendre un certain nombre de choses qu'on enseignait aux dames, aux filles qui devaient devenir des épouses. Voilà, donc vous voyez un peu le genre. Et petit à petit, dans les années, après la guerre, petit à petit, ce pensionnat s'est rapproché de l'éducation nationale avec comme des accords, etc. Et c'est resté un pensionnat de jeunes filles. Mais la population dans le secteur diminuant, il a fermé en l'an 2000 et la commune se retrouve avec un bâtiment, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a eu un projet pour créer un centre d'accueil d'autistes, mais les rivalités politiques dans le département ont conduit à ce que ce centre pour audistes, le président du département disait on continuera à les envoyer en Belgique.
Non, mais et en plus, comme on est sur la frontière, l'Alsace était intéressée, le département du Bas-Rhin était intéressé par cela. Le président du conseil général du Bas-Rhin s'était intéressé à la chose pour créer des écoles communes, etc., pour créer un centre pour autistes aussi. Mais ça n'a pas suffi. Je veux dire, et actuellement, le projet est abandonné. Et le maire ne sait pas quoi faire du bâtiment. Voilà. Une question pendant la guerre de 39-45, tous les gens du coin étaient enrôlés dans l'armée nazie automatiquement, comme tous les malgré nous, là, tous les Alsaciens. En effet, il y a eu des malgré nous, et si vous obéissiez pas, vous allez au Struthof. Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un camp de concentration, le seul sur le département français qui se trouve dans les Vosges, à Natzweiler, oui, dans les Vosges. Et donc ils étaient envoyés sur le front de l'Est, Ils étaient tous envoyés sur le front de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Tchécoslovaquie, dans ces coins-là. Et un conseiller presbytéral qui s'en est sorti et qui est revenu racontait de temps en temps, je veux dire, son passage sur le front Est. Voilà. Et est-ce que sur le monument aux morts, on parlait des malgré nous? Je n'en sais rien. Déjà ceux de Fénétrange qui avaient dû immigrer en 70, dont les enfants qui étaient en France et qui se reconnaissaient à Fénétrange, eh bien, un certain nombre ne sont pas non plus... alors, il y a eu des rajouts, et le monument aux morts à Fénétrange, pour moi, c'est un peu un scandale, dans la mesure où il tombe en morceaux, et il a des rajouts de partout, etc. Et donc, ça a été de telle façon qu'ils ont fait un autre monument aux morts, son nom, sans aucun nom, etc., à côté de l'église catholique, parce qu'il était en danger je vais dire, pour ceux qui se mettaient autour, d'avoir quelques... voilà. Alors, on a eu l'an dernier une conférence, une soirée du pasteur Michel Beckel sur les protestants, les pasteurs protestants, oui, je connais. Du nazisme. Et là, en fait, c'est raisonné parce que tu disais, quand tu parlais de globalement quand même, indépendamment de Fénétrange, mais globalement, le retour en France en 1918-19 à la culture française était plus compliqué qu'en 70. C'est tout à fait évident. Et là, Beckel, dans ses thèses, il dit qu'il y a quand même une partie de ces penseurs, de ces luthériens, qui étaient proches de ces idées allemandes, oui. Et qu'entre 70 et 14, l'Alsace n'était pas malheureuse. Guillaume II a fait beaucoup de choses, et il y a eu des travaux d'infrastructure, des affaires... Tout à fait. Alors je peux dire qu'il y a plusieurs choses. La première, à la fin de la guerre, en 18, un certain nombre de pasteurs qui étaient... alors ça c'est en 18, qui étaient plutôt, je veux dire, culturellement allemands, ont quitté l'Alsace. Il y a eu à peu près 1/5 de pasteurs qui sont allés en Allemagne. Je veux dire, et les autres sont restés. Et alors en 1939, là j'ai pas fait d'études sur les pasteurs de l'ensemble et j'ai pas lu quelque chose, mais comme il y avait un certain nombre de pasteurs dans l'environnement de Fénétrange qui en 18 sont partis en Allemagne, donc j'ai fait un travail un peu plus précis sur ce point-là. Mais alors il y avait une autre question, j'ai oublié. Ah oui, sur le bien-être. En effet, la période 70-1918 a été extrêmement riche au sens propre et figuré pour l'Alsace et la Moselle, pour une raison toute simple. Alors ça n'a à moins touché Fénétrange parce que c'est un pays agricole. Mais en fait, par exemple, j'ai parlé de Morange tout à l'heure. La communauté de Morange, avant la guerre, en 70, il y avait une dizaine de protestants encore. Et au bout de quelques mois, la Morange, il y avait 1500 protestants.
C'est-à-dire qu'en fait, les villes de casernement comme Sarrebourg et comme d'autres, il y a eu en fait les armées qui se sont installées d'un peu partout et les villes qui ont profité de l'installation de l'armée eh bien, sont devenues relativement riches. Alors il y a d'autres, par exemple à Fénétrange même, que je connais un peu mieux, on a construit un tribunal de première instance. Et donc on a installé un juge de paix. On a en 1893, toute la ville avait l'eau courante au robinet à la maison, ce qui était loin d'être le cas en France, jusque même après la Seconde Guerre mondiale dans bien des pays. On a eu l'électricité aussi. Un des moulins il y avait trop de moulins sur la Sarre, donc le moulin de Fénétrange, ils l'ont transformé en turbine pour faire de l'électricité. Et donc l'électricité est arrivée assez rapidement aussi à Fénétrange. En fait, c'était très simple. Tous les toutes les maisons étaient rattachées, il y avait un câble et je dis chacun payait tous les mois, etc., ou toutes les années une part, une redevance, voilà, qui était pour tout le monde la même. Donc il y avait que, je veux dire, évidemment, lorsque EDF est arrivé un peu quelques décennies plus tard, ça a changé. Ouais. Ceci dit, juste pour la petite histoire. Je me rappelle lorsqu'on a refait la maison chez ma mère, à un moment donné, on avait un fil électrique on ne savait pas où il allait, on l'a coupé et c'est le voisin qui n'avait plus d'électricité. Parce que ça, oui, parce que en fait, on se branchait où il y avait une possibilité de branchement. C'est comme en Afrique, hein, je veux dire, c'est un peu pareil. Hein, et on voit bien que cette période-là a été quand même relativement faste financièrement et au niveau du développement de beaucoup de choses. Hein. Voilà, je veux dire que c'est relativement positif et c'est vrai qu'en 19, beaucoup de gens s'interrogeaient sur quoi on allait tomber, d'autant plus que par exemple les instituteurs qui, je veux dire, étaient quand même formés en Allemagne, je veux dire à Strasbourg hein, ou à Metz, eh bien, on les a envoyés, je veux dire, faire une année ou 2 années en France pour se familiariser avec la langue du pays. Oui, parce qu'on obligeait même tous les Alsaciens à parler français à l'époque, depuis 19 ans. Vous rêvez? Vous rêvez? Non, mais je veux dire, ma langue maternelle n'est pas le français. Je veux dire, et moi je suis né en 51. Hein, je veux dire, j'ai appris la France commençait à la grille de l'école, hein, et on avait interdiction de parler alsacien. Et par exemple, mon père qui est né en 1909, il a été à l'école allemande, mais à 10 ans, c'était la France, donc il a continué en France. Alors, on avait donc des générations entières là qui parlaient, comme on disait chez nous, le Kauterwelsch, c'est-à-dire une langue dont la phrase commençait en français, continuait en allemand et se terminait, je veux dire, voilà. Et l'oncle Nancy avait la côte là-bas ou pas? Pardon? Oui, l'oncle Nancy c'était plutôt Colmar. Oui, je ne sais pas de quoi. Rancy. Rancy, oui, ça c'est l'Alsace. Oui, ça c'est l'Alsace, c'est la j'allais dire, ça c'est la culture alsacienne. Voilà. Mais il y avait aussi alors ça c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et alors chez nous aussi, en effet, il y avait des actes de résistance, mais c'était extrêmement difficile. Hein. Par exemple, une des conseillères presbytérales que j'ai connues raconte que dans sa jeunesse, donc entre 40 et 44, pour occuper les femmes et pour que, etc., on les emmenait certains après-midi faire des tranchées, comme ça les occupait, ça servait à strictement à rien, mais je veux dire, ça permettait de les surveiller. Alors, voilà.
c'était quand même assez difficile. Ok, bon, Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Tu parles de Fénétrange. Oui. Il y a beaucoup de villages qui Montrange, Fénétrange, Hayange. Ce suffixe ange. Non, alors le nom de Fénétrange, c'est Finstingen. C'est-à-dire, et je ne sais pas pourquoi on l'a transcrit de cette façon-là. Voilà. Je ne peux pas te dire, mais tous les anges dont tu parles, Hayange, etc., c'est le nord de la Moselle, c'est le pays des houillères et du bassin minier, c'est-à-dire du fer. Voilà. Une dernière question. En Moselle, il y a une langue qu'on appelle le platte aujourd'hui. Oui. Est-ce que du welsh au platte, non, il y a un rapport non, le welsh, c'est le français. C'est le français. Oui, Oui, non, mais je parlais du francique rhénan lorrain. Alors c'est c'est quelque chose de semblable. Hein. Il y a le francique rhénan lorrain a différentes comment dire c'est les mêmes racines, mais selon le pays, le vocabulaire est différent. Et par exemple, lorsque je vais en Allemagne, lorsque je parle l'allemand, on sait qu'on vient. Ils savent, un certain nombre d'Allemands savent que je viens de la Sarre. Oui, c'est différent du dialecte strasbourgeois, par exemple. Tout à fait, oui. Mais on se comprend. Hein. Voilà, Ouais, on se comprend.